Le maïs était cultivé depuis longtemps comme le blé. La variété locale satisfaisante a un cycle végétatif de 3 mois. On en fait normalement 2 cultures par an à partir du mois de mai. Pour la seconde, qui a lieu en saison des pluies, l'absence d'irrigation permet de beaux semis en ligne, parallèles au quadrillage des lotissements. La récolte de la seconde culture de maïs à peine terminée, on commençait à la fin du mois d'octobre à préparer les mêmes terrains pour la campagne de blé. Le blé n'est cultivé qu'une seule fois pendant la saison fraîche. Semé à partir de novembre, il est récolté au bout de 4 mois à partir de mars. Les méthodes culturales n'ont pas été modifiées. Elles n'auraient pu être modernisées du fait de la nécessité de maintenir l'irrigation que si des réseaux rationnels mais coûteux avaient pu être aménagés pour amener l'eau depuis les digues, la distribuer, puis la drainer en fin de circuit. On continuait donc à cultiver comme dans les oasis du Sahara et du Kanami, la noria étant remplacée ici par le chadouf. Bien que près de la moitié du terrain soit occupé par le puits, les canaux et les diguettes, les rendements en Florence-Aurore atteignaient 35 quintaux à l'hectare. Dans les parcelles expérimentales du service de l'agriculture, ils dépassaient 70 quintaux. L'irrigation au chadouf représentait pendant le premier mois pour le chef de famille qui puisait l'eau et pour sa femme qui la conduisait un gros travail. C'est le premier des 2 goulots d'étranglement qui empêchait de faire cultiver plus de 25 arts par individu adulte. Quand le planteur s'était enrichi, il prenait une seconde ou une troisième épouse et parvenait ainsi à cultiver 1 hectare. Le second goulot d'étranglement était constitué par la nécessité de défendre les épis formés contre les myriades d'oiseaux qui s'abattent le moment venu sur les plantations. De l'aurore au crépuscule, femmes et enfants s'installaient sur des miradors, criaient, lançaient des projectiles et tiraient des ficelles actionnant des calebasses ou des boîtes de conserve. Contre ce fléau, une action efficace fut entreprise en 1963 par la destruction aérienne des dortoirs où Kéléas et tisserins se rassemblent par millions.
paysan que nous visitions souvent était très familier, au point que celui-ci m'a pris mes lunettes. Et voilà les légumes que l'on a apportés du jardin que l'on s'était réservé au milieu de ce polder. Et voici M. Méraud en chapeau qui, secrétaire général du gouverneur, a soutenu mon action pendant de nombreuses années. La récolte et le battage se faisaient encore en 1966 selon les méthodes traditionnelles. Les techniciens qui prirent en charge le développement de cette agriculture eurent la sagesse, après expérience faite en des casiers rizicoles au sud de Fort-Lamy, de résister à la tentation de la mécanisation à outrance. Là et ailleurs, ils avaient eu affaire avec des apprentis planteurs. Au lac, ils trouvèrent des cultivateurs expérimentés, voire de véritables jardiniers. Le battage se fait au gourdin par des femmes. Ayant pu remarquer leur science de l'irrigation, on pourra admirer la beauté et l'efficacité des gestes des femmes qui, après avoir battu les épis au moyen d'un gourdin, nettoieront le grain avec la solède de la brise du lac. Les planteurs, qui jadis ne consommaient pratiquement pas de blé, commencèrent à s'en faire du couscous et des beignets en écrasant le grain entre les deux pierres de la mouraka. Voici donc le moulin, la mouraka. Cependant, la quasi-totalité de la production continuait d'être vendue, principalement à partir de 1965 à la Société des Grands Moulins du Tchad, par l'intermédiaire d'un organisme administratif. Dans le cadre du paysanat, on commença en 1957 à dresser des bœufs et à former des planteurs en vue de la culture attelée. C'était bien ainsi qu'il fallait débuter, et non par la spectaculaire préparation mécanique des sols dont on ne fit qu'une expérience peu concluante en raison de la mollesse du terrain.